L'air du compas doré était saturé de l'odeur de l'argent et de l'ambition, un mélange de cuir patiné, de parfums coûteux et de huîtres gratinées au champagne. Pour Maya Dubois, 22 ans, cela sentait surtout l'épuisement. Chaque tintement de l'argenterie sur la porcelaine marquait le compte à rebours vers la fin de son double service. Puis il s'assit dans sa section, Arthur Colbert, dont le visage paraissait sur toutes les couvertures des magazines économiques, un titan de la technologie dont la fortune en milliards d'euros aurait pu résoudre la faim dans le monde. Alors qu'elle remplissait son verre d'eau, il fit glisser sur la table en acajou un vieux portefeuille relié de cuir vers ses investisseurs, révélant le schéma qui avait tout déclenché. À cet instant, le monde de Maya s'arrêta, car dans le coin inférieur droit, en une cursive familière et élégante, figurait une signature qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans, la signature d'un fantôme. Le compas doré n'était pas seulement un restaurant, c'était un théâtre. Chaque soir, les figures les plus puissantes de la ville y jouaient leur rituel de domination et de célébration sur une scène faiblement éclairée. Maya faisait partie de l'équipe invisible, un fantôme en uniforme noir impeccable, formé à être présente sans être vue, à anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. Ses gestes étaient imprécis, aiguisés par 2 ans à équilibrer des plateaux chargés de champagne et d'assiettes de risotto à la truffe noire du Périgord. Ce soir-là, sa section était honorée par Arthur Colbert. Il n'était pas seulement riche, il était une force de la nature, un homme qui avait révolutionné à lui seul le secteur de l'énergie avec son entreprise Colbert Énergie et sa technologie exclusive du noyau Colbert. Il possédait cette arrogance décontractée de ceux à qui l'on n'a jamais dit non. Sa voix trancha le murmure poli du restaurant, net et décidé, lorsqu'il commanda pour toute la table de 3 investisseurs serviles. Nous commencerons par des huîtres gratinées au champagne et apporter une bouteille du millésime authentique d'or pour 5 mois, le vrai. Pas la réserve de secours, ordonna-t-il, sans regarder Maya, mais en fixant un point au-delà de son épaule. Maya acquiesça simplement, le visage masque de neutralité professionnelle. Bien sûr, monsieur, à l'intérieur, un cocktail amer de ressentiment et de fatigue tourbillonnait. Elle aurait dû être en train de concevoir des processus quantiques, pas de les servir. 2 ans plus tôt, elle était l'une des meilleures étudiantes de l'école polytechnique, avec une bourse complète, son avenir brillant en ascension. Puis l'appel téléphonique était arrivé. Sa mère, Hélène, s'était effondrée, atteinte d'un rare trouble neurologique dégénératif. La bourse couvrait les frais de scolarité, pas la montagne de factures médicales, ni le coût des soins permanents. Maya avait donc abandonné, échangeant un monde de physique théorique contre la réalité tangible des loyers et des ordonnances. Elle était revenue vivre chez elle, avait accepté le meilleur emploi qu'elle pouvait trouver sans diplôme et avait vu ses rêves s'éloigner dans le rétroviseur. Sa vie était désormais une boucle, le silence avant l'aube dans son petit appartement, vérifier que sa mère dormait, le long trajet en RER jusqu'au restaurant, la danse épuisante du service, le retour tard dans la nuit et les heures calmes passées à étudier les anciens manuels de son père pour empêcher le feu de son esprit de s'éteindre. Son père, Robert Dubois, ce vide béant de sa vie. Brillant physicien, il voyait l'univers en motifs et en équations. Il remplissait autrefois des serviettes de croquis de machines à mouvement perpétuel et lui expliquait la nucléosynthèse stellaire comme une histoire du soir. 10 ans plus tôt, lorsqu'elle avait 12 ans, il avait simplement disparu.
Un jour, il était là, lui racontant avec enthousiasme qu'il touchait au but, une nouvelle manière de maîtriser l'énergie plasma qui changerait tout. Le lendemain, il n'était plus. La police avait trouvé sa voiture abandonnée, près des falaises du vieux phare. On avait retrouvé un mot, vague, parlant d'échec et de pression. Ils avaient conclu à un suicide, mais aucun corps ne fut jamais retrouvé. Cette perte avait brisé leur famille, anéanti l'esprit de sa mère bien avant que la maladie n'use son corps. Elle laissa à Maya une certitude d'injustice, un refus viscéral de croire à la version officielle. Son père était un battant, un homme dont l'optimisme égalait l'immensité du cosmos qu'il étudiait. Il n'aurait jamais simplement renoncé. Serveuse, la voix de Colbert la ramena au présent. Il désigna avec impatience son verre d'eau vide. « Toutes mes excuses, monsieur. » Maya s'avança, avec la carafe, les mains stables, malgré le frémissement d'irritation intérieure. Alors qu'elle se penchait pour verser, Colbert, dans un geste de fierté théâtrale, ouvrit le vieux portefeuille de cuir qu'il avait apporté. « Messieurs, avant de parler d'avenir, permettez-moi de vous montrer le passé, la genèse même de Colbert Énergie, l'esquisse sur une serviette, pour ainsi dire. » Il fit glisser une unique feuille plastifiée hors du portefeuille. Ce n'était pas une serviette, mais une feuille de papier millimétrée, jaunie par le temps, couverte d'équations complexes et d'un schéma magnifiquement détaillé. Elle représentait une chambre toroïdale parcourue de lignes de champs manistiques et d'injecteurs de particules, un dispositif d'énergie de fusion, élégant et révolutionnaire. Le souffle de Maya se coupa. C'était étrangement familier, comme une mélodie d'un rêve à moitié oublié. Elle avait vu de tels dessins toute son enfance, éparpillés sur le bureau de son père. Arthur Colbert tapota la page du doigt. Il y a 20 ans, une étincelle d'inspiration devenue une réalité de plusieurs milliards d'euros. Le design original du noyau Colbert. Ses invités murmurèrent d'admiration, mais Maya ne les regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur le coin inférieur droit de la page. Là, à côté d'une date vieille de 2 décennies, figurait une signature au tracé fluide et assuré. Le R avec une grande boucle, le J d'un trait net et décisif. Le temps ralentit. Le brouhaha du restaurant se dissipa en un grondement lointain. Le poids de la carafe d'eau dans sa main devint immense. C'était une signature qu'elle avait suivie du doigt 1000 fois sur des cartes d'anniversaire, des autorisations d'école, les pages de titres de ses livres préférés. C'était la signature de l'homme qui lui avait appris le nom des constellations, Robert Dubois. Le monde bascula. Tous les doutes et soupçons qu'elle nourrissait depuis 10 ans se condensèrent en un point aveuglant de certitude. Une fureur glaciale, pure et tranchante, perça son épuisement. Quand sa voix s'éleva, ce n'était plus le murmure effacé d'une serveuse. Elle était calme, claire, et portait le poids de 10 années de chagrin. « Monsieur, » dit-elle en le fixant droit dans les yeux, « c'est la signature de mon père. » Arthur Colbert se figea. Une fraction de seconde, son visage devint une toile d'émotions brutes et sans défense. Ce n'était pas seulement la surprise, c'était le choc primal d'un fantôme sortant de sa tombe, la terreur d'un homme dont la réalité soigneusement construite se fissurait sous ses pieds. Le masque suffisant et condescendant qu'il offrait au monde se dissout, révélant quelque chose de laid et de craintif. Le verre d'eau en cristal, à mi-chemin de ses lèvres, glissa de sa main. Il sembla suspendu une éternité avant de frapper le rebord de la table en acajou. Le bruit ne fut pas un simple tintement, mais une explosion nette et violente.
Des éclats de verre jaillirent sur le bois poli et la nappe immaculée. L'eau s'étendit autour du pied brisé, s'infiltrant dans le coin du précieux schéma. « Quoi? Qu'avez-vous dit » balbutia Colbert d'une voix rauque. Ses yeux, écarquillés et paniqués, passèrent de Maya à la signature, puis revenaient encore. Les trois investisseurs le fixaient, stupéfaits, leurs fourchettes suspendues. La soudaine violence du verre brisé avait brisé l'atmosphère feutrée du restaurant. Des têtes se tournaient aux tables voisines. Monsieur Dubois, le gérant du restaurant, impeccable et perpétuellement anxieux, s'approchait déjà, le visage masque d'une politesse inquiète. Maya ne scia pas. La certitude glaciale enracinée dans sa poitrine la maintenait immobile. Elle pointa un doigt tremblant, mais décidé vers la page. Cette signature, Dubois, c'est Robert Dubois, c'était mon père. Le choc de Colbert se changeait rapidement en une fureur frénétique d'animal acculé. Il arracha le schéma à la flaque d'eau, l'épongeant fébrilement avec une serviette de lin. « C'est absurde !» tonna-t-il, sa voix retrouvant sa force mais désormais tranchante d'une colère défensive. « Sécurité! Sortez-moi cette fille délirante d'ici !»« Je ne délire pas !» répliqua Maya, sa voix s'élevant pour dominer le murmure des autres clients. « Je connais sa signature, je connais son travail, ce sont ses équations. » Il appelait son projet « Chimère ». Il m'en a parlé. Le nom frappa Colbert comme un coup physique. Son visage pâlit, devenant d'un blanc crayeux sous son bronzage onéreux. Projet Chimère, un nom qu'il n'avait pas entendu prononcer depuis 20 ans. Un nom enfoui au plus profond des fondations de son empire. Un fantôme qu'il croyait exorcisé à jamais. Monsieur Dubois arriva à la table, son sourire tendu à l'extrême. « Monsieur Colbert, y a-t-il un problème, madame? S'il vous plaît, vous dérangez nos invités. Cette serveuse me harcèle, moi et mes invités, avec des élucubrations insensées, » gronda Colbert, en repliant précipitamment le schéma dans son portefeuille. Il se leva, dominant Maya de toute sa hauteur, utilisant sa présence physique pour l'intimider. « Elle est clairement instable. Je veux qu'elle soit renvoyée immédiatement, monsieur. »« Je vous assure, » commença Dubois, en se tournant vers Maya, les yeux suppliants. Mais elle refusa de se taire, disant de questions sans réponse, d'un deuil qu'on lui avait ordonné d'accepter sans preuve, bouillonnait enfin à la surface. « Il ment », dit-elle d'une voix vibrante de conviction. « Cette technologie, le noyau Colbert, appartenait à mon père. Il a disparu il y a 10 ans. Cet homme a bâti sa fortune sur une idée volée et un mensonge. L'un des investisseurs, un homme aux cheveux d'argent nommé Peterson, lança un regard à Colbert, une lueur de doute dans les yeux. La réaction du PDG était trop extrême, trop violente pour une simple méprise. C'était la réaction d'un homme qui avait quelque chose à cacher. « Ça suffit !» rugit Colbert. Il saisit le bras de Maya, ses doigts s'enfonçant dans sa chair comme des serres. « Dehors, hors de ma vue !» Maya se dégagea d'un coup, vacillant en arrière. « Vous ne pouvez pas simplement faire disparaître les gens. La vérité ne fonctionne pas comme ça, monsieur Colbert. » Monsieur Dubois, voyant un client, pesant plusieurs milliards d'euros au bord d'une crise publique, prit sa décision. Il s'interposa, son corps servant de bouclier à Colbert. « Mademoiselle Dubois, ça suffit. Vous êtes renvoyée. Veuillez rassembler vos affaires et quitter immédiatement les lieux. La sécurité va vous raccompagner. » 2 vigiles costauds, qui guettèrent déjà à proximité, s'avancèrent. Ils ne la touchèrent pas, mais leur présence formait un mur solide. L'énergie combative quitta Maya,
remplacé par un profond et glacé sentiment d'injustice. Elle avait dit la vérité, une vérité qui bouillonnait en elle depuis 10 ans, et en réponse, le monde s'était refermé pour protéger l'homme puissant, la rejetant elle. Elle jeta un dernier regard à Arthur Colbert. La peur avait disparu de son visage, remplacé par un masque froid, reptilien, de fureur maîtrisée. Ses yeux portaient une promesse muette et brutale. Ce n'est pas fini. Je te détruirai pour ça, tandis que les gardes la conduisaient vers la sortie du personnel. Un silence respectueux s'ouvrit devant eux. Elle entendit la voix de Colbert, soudainement douce et artificielle, tentant de sauver la soirée. Mes plus profondes excuses, messieurs. Une employée mécontente, complètement folle. Maintenant, à propos de ses prévisions d'expansion. La lourde porte de la cuisine se referma derrière elle, coupant le son. Maya se retrouva dans le chaos bruyant et rempli de vapeur de la cuisine, son tablier lui semblant désormais un costume auquel elle n'avait plus droit. Elle venait d'être renvoyée, elle n'avait plus d'emploi. Le prochain traitement de sa mère était prévu dans 1 semaine. Mais au milieu de la panique et de l'humiliation, une nouvelle sensation germait. Une résolution froide et dure. La réaction de Colbert n'était pas celle d'un innocent, mais celle d'un coupable. Il n'était pas seulement un voleur. Il cachait quelque chose de bien plus sombre. Il n'avait pas simplement dérobé le travail de son père. Il savait ce qui lui était arrivé. Maya Dubois, la pauvre serveuse, avait disparu. À sa place se tenait la fille de Robert Dubois, qui venait de trouver la mission de sa vie, découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Son père n'avait pas simplement disparu, il avait été effacé, et elle allait le ramener à l'existence. Le licenciement fut rapide et brutal. Monsieur Dubois lui remit une petite boîte contenant les affaires de son casier et son dernier salaire, le visage figé dans une désapprobation glaciale. Il précisa clairement qu'elle ne recevrait ni indemnité ni recommandation, et que si elle remettait un pied dans l'établissement, elle serait arrêtée pour intrusion. Le message était clair. L'influence d'Arthur Colbert s'étendait bien au-delà des murs de son entreprise. Le trajet de retour en RER fut un flou de lampadaires et de honte. Le poids de sa nouvelle réalité l'écrasait. Sans emploi, une mère malade, un ennemi puissant, situation impossible. Quand elle rentra enfin dans son petit appartement, le seul son était la respiration douce et régulière de sa mère, endormie dans la pièce voisine. La vision d'Hélène, si fragile et vulnérable, déclencha une nouvelle vague de panique. Qu'avait-elle fait? Elle avait troqué leur fragile stabilité contre un moment de colère juste. Elle s'effondra sur le vieux canapé, la tête entre les mains. La scène du restaurant repassait en boucle dans son esprit. Le choc sur le visage de Colbert, le venin dans ses yeux, le nom « projet chimère ». Ce n'était pas un fantasme, c'était réel. Une nouvelle pensée perça le désespoir. Depuis 10 ans, elle n'avait eu que le deuil et le soupçon. Maintenant, elle avait un nom, Arthur Colbert, et une cible. Poussée par une montée d'adrénaline qui repoussait sa fatigue, Maya alla vers le placard du couloir et tira la corde de l'escalier du grenier. Les marches en bois grinçantes protestèrent, tandis qu'elle montait dans l'espace froid et poussiéreux. Le grenier était un mausolée de leur vie passée, rempli de boîtes de souvenirs qu'Hélène n'avait pu se résoudre à jeter après la disparition de Robert. L'odeur de papier ancien, de cèdre et de souvenirs oubliés emplissait l'air. Sous une unique ampoule nue, elle commença sa fouille. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Un indice, un lien, n'importe quoi. Elle fouilla des boîtes de décoration de fête, ses anciens bulletins scolaires,
et des piles de photographies. Puis elle le trouva, une boîte en carton, épais portant simplement l'inscription « RD Travaux ». Son cœur battait à tout rompre. Elle trancha le ruban de scotch fragile avec un cutter et souleva le couvercle. À l'intérieur, des dizaines de cahiers à spirale, du genre qu'on achète dans une librairie universitaire, emplis de l'écriture dense et minutieuse de son père, page après page d'équations, de théories et de diagrammes. C'était l'œuvre de toute une vie. Maya passa les heures suivantes assise sur le sol poussiéreux, telle une archéologue solitaire, exhumant une civilisation perdue. Elle découvrit des brouillons précoces du schéma qu'elle avait vu ce soir, avec des notes dans la marge. L'une disait « Ah, pense que le champ de confinement est trop instable. Je sais que je peux le résoudre. » Assez, Arthur Colbert. Plus profondément dans la boîte, elle trouva une chemise cartonnée. À l'intérieur, pas de schéma, mais des photographies. Son souffle se coupa. Son père y apparaissait, 20 ans plus jeune, souriant, le bras passé autour d'un Arthur Colbert, lui aussi plus jeune et plus mince. Ils se tenaient devant un bâtiment terne, un panneau derrière eux indiquant « Institut Norbois des sciences appliquées ». Ils avaient l'air d'amis, de partenaires. Colbert n'était pas seulement un requin d'entreprise tombé par hasard sur le travail de son père. Ils se connaissaient, ils avaient travaillé ensemble. Cette trahison était plus profonde, plus personnelle qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle continua de fouiller. Tout au fond de la boîte, glissée dans une pochette au dos d'un classeur épais, se trouvait une unique feuille de papier. C'était une copie carbone d'un document juridique, un accord de dissolution de partenariat entre Robert Dubois et Arthur Colbert pour une société nommée Helios Innovation. Il était daté de seulement 3 semaines avant la disparition de son père. Selon le texte juridique dense, Robert Dubois renonçait à toute revendication sur leur propriété intellectuelle commune, en particulier sur quelque chose appelé « projet chimère », en échange d'une somme dérisoire. Le document stipulait que la dissolution était due au comportement de plus en plus erratique de M. Dubois et à une faute professionnelle. La partie la plus glaçante était la signature au bas de la page. C'était le nom de son père, mais la signature était fausse, un faux grossier et maladroit. Le R élégant et ample était étriqué, le D hésitant et tremblant. Cela ne ressemblait en rien à la signature assurée figurant sur le schéma que Colbert avait exhibé, ni aux milliers d'exemples qu'elle avait sous les yeux dans les cahiers de son père. C'était la preuve irréfutable. Colbert n'avait pas seulement volé l'idée. Il avait fabriqué un document juridique pour couvrir ses traces. Il avait orchestré un coup de main, présentant son père comme instable, afin de le discréditer et de s'emparer de leur œuvre commune. Un froid effroi la traversa. L'histoire du prétendu suicide de son père devenait soudain bien plus sinistre. Un homme sur le point d'être dépouillé de tout son héritage, sa réputation détruite par son partenaire, tomberait-il dans le désespoir et marcherait-il vers la mer? Ou bien se serait-il défendu? Et qu'aurait fait un homme impitoyable comme Arthur Colbert pour écarter celui qui se dressait entre lui et une idée valant des milliards d'euros? La pensée était si terrifiante qu'elle en eut la nausée. Il n'avait pas seulement effacé le nom de son père d'un brevet, il avait effacé son père lui-même. Maya rassembla soigneusement le document falsifié, la photographie et un des cahiers contenant les premières esquisses du projet chimère. La poussière du grenier ne lui semblait plus celle des morts, mais celle de la poudre. Elle avait été une victime pendant 10 ans, dérivant dans une mer de chagrin. Désormais, elle avait des preuves,
une direction et un ennemi. En descendant du grenier, alors que la première lumière grise de l'aube traversait la fenêtre du salon, Maya sentit en elle un profond bouleversement. La peur était toujours là, un nœud glacé dans son estomac, mais elle était supplantée par une résolution ardente. Elle ne se battait plus seulement pour la mémoire de son père, elle se battait pour sa vie. Elle devait prouver qu'il n'avait pas signé ce papier, qu'il ne s'était pas suicidé. Elle devait découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé il y a 10 ans. Et elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Elle comprit que son prochain pas ne pouvait pas être la police. Un document falsifié, vieux de 10 ans, et la parole d'une serveuse licenciée contre celle d'un milliardaire admiré. On la rejetterait avant même qu'elle n'ait fini son récit. Il lui fallait quelqu'un qui savait déjà comment affronter les géants, quelqu'un qui n'avait pas peur d'Arthur Colbert. Elle passa la journée à la bibliothèque municipale, utilisant leurs ordinateurs pour fouiller le passé de Colbert. Elle chercha des articles, des procès, le moindre soupçon de controverse lié à lui ou à Colbert Énergie. Pour un homme de sa stature, son dossier public était étrangement immaculé. Mais en fouillant plus profondément dans les archives de sites d'actualité vieux de 5 ou 6 ans, elle trouva un nom, Benoît Cartier. Benoît Cartier avait été journaliste d'investigation pour le Chronique de Paris, une étoile montante connue pour ses enquêtes tenaces et sans concession sur les abus des grandes entreprises. Et 6 ans plus tôt, il avait braqué ses projecteurs sur Arthur Colbert. Il avait publié une série d'articles laissant entendre des irrégularités dans la fondation de Colbert Énergie, remettant en question la chronologie du développement du noyau Colbert et citant des sources anonymes qui parlaient d'un partenaire fantôme évincé. Les représailles furent immédiates et catastrophiques. Colbert Énergie poursuivit Cartier et le Chronique de Paris pour diffamation, lançant une campagne de dénigrement implacable qui le fit passer pour un fabuliste imprudent. Ces sources anonymes se rétractèrent, probablement sous la contrainte ou après un généreux pot de vin. Le Chronique de Paris, confronté à une bataille judiciaire qui aurait pu le ruiner, céda. Le journal conclut un accord à l'amiable, licencia Benoît Cartier et publia une rétractation complète de ses articles. Cartier fut professionnellement anéanti. Autrefois intouchable, il devint un paria. Maya découvrit sa trace grâce à un blog technologique marginal qu'il tenait désormais depuis son appartement. C'était une ombre de son ancien travail, une plateforme cynique et décousue où il fulminait contre les géants de la tech qu'il avait bannis. Un lion blessé, toujours rugissant, mais enfermé dans une cage. Parfait. Elle trouva son adresse dans un quartier industriel décrépit de la ville. Son immeuble était vétuste. La peinture s'écaillait et une odeur persistante de béton humide flottait. Elle frappa à la porte de l'appartement 4B, le cœur battant. L'homme qui ouvrit n'était pas ce qu'elle attendait. Il paraissait plus jeune que sur sa photo, peut-être la trentaine avancée, les yeux fatigués, mais traversés d'une étincelle d'intelligence lasse. Ses cheveux étaient en bataille. Il avait besoin d'un rasage, et son t-shirt portait une tache qui ressemblait à du café. « Oui ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Vous êtes Benoît Cartier ?» Il s'appuya contre l'encadrement, l'expression mêlée de méfiance et d'ennui. « Ça dépend qui le demande. Si c'est pour vendre quelque chose, je ne suis pas intéressé. Si c'est pour une assignation, laissez-la sur le paillasson. »« Je m'appelle Maya Dubois, » dit-elle en serrant plus fort son sac. « J'ai lu vos articles sur Arthur Colbert. » Ses yeux se plissèrent. L'ennui disparut, remplacé par un éclat vif et douloureux. « De l'histoire ancienne. Je me suis trompé. Le journal l'a dit.
Le monde entier l'a dit. Maintenant, excusez-moi. Il commença à refermer la porte. Attendez. Maya posa la main, l'empêchant de fermer. Vous n'aviez pas tort. Vous aviez raison. Vous n'aviez simplement pas la preuve. Il s'arrêta, la scrutant. Il ne vit ni une fanatique ni une exaltée, mais une jeune femme au sérieux désespéré. Il poussa un soupir de profonde lassitude et ouvrit la porte plus largement. « Vous avez 5 minutes. Après, je vous mets dehors. » L'appartement était un chaos de livres, de journaux empilés et de tableaux blancs couverts de schémas et de notes griffonnées, tous reliés par un réseau de fils rouges, la tanière d'un homme obsédé. Au centre, un immense panneau consacré à Colbert Énergie. « Vous enquêtez encore sur lui ?» demanda Maya, plus une affirmation qu'une question. « Appelons ça un passe-temps », marmonna Benoît, en écartant une pile de magazines d'une chaise. « Comme construire des bateaux dans une bouteille. Inutile, mais ça occupe. Alors, c'est quoi votre histoire? Sa nouvelle usine a pollué votre eau potable? Sa voiture autonome a écrasé votre chat? » Maya ignora son cynisme. Elle s'approcha du tableau blanc centré sur Colbert et sortit les objets de son sac. D'abord, elle épingla la photographie de son père et d'un jeune Arthur Colbert. Les yeux de Benoît s'écarquillèrent légèrement. « Qui est l'autre homme? »« Mon père, Robert Dubois, » répondit Maya. Puis elle fixa à côté le contrat de dissolution de partenariat falsifié. Et voici le document que Colbert a utilisé pour voler son travail. Regardez la signature. Benoît se pencha, son instinct de journaliste se réveillant malgré lui. Il examina la signature grossière, puis regarda Maya, tandis qu'elle poursuivait d'une voix ferme. « Arthur Colbert était au restaurant où je travaille. Il montrait le schéma original du noyau Colbert. Il portait la véritable signature de mon père. Je l'ai confronté. Il m'a fait renvoyer. » Benoît resta silencieux un long moment. Il fit les 100 pas, se frottant la nuque. Il prit la photo, étudiant les visages des 2 jeunes hommes, pleins d'espoir et d'ambition. Il observa le document falsifié, son œil exercé décelant les signes d'un faux, la pression irrégulière, l'hésitation du trait. Il regarda la jeune femme dans son salon, qui avait tout risqué pour affronter un titan. « Projet chimère », murmura-t-il en jetant un coup d'œil à son propre tableau, où il avait griffonné ce nom suivi d'un point d'interrogation, une information d'une source qui s'était plus tard rétractée. « Le nom que votre père lui avait donné. »« Oui, » chuchota Maya. Pour la première fois, le cynisme disparut de ses yeux, remplacé par le fantôme du journaliste combattant qu'il avait été. Le feu n'était pas éteint. Il n'attendait qu'un souffle pour reprendre. « Petite, » dit-il d'une voix rauque d'émotion, « savez-vous dans quoi vous venez de mettre les pieds? Il ne s'agit pas seulement de crédits volés. Un homme comme Colbert ne bâtit pas un empire de plusieurs milliards d'euros en laissant des failles, si votre père n'a pas signé ce papier et qu'il a ensuite disparu. »« Je sais, » répondit Maya, la voix légèrement tremblante. « Je crois qu'il est en vie. Je crois que Colbert le cache quelque part. Je ne crois pas qu'il soit mort. » Benoît la fixa, puis regarda son tableau, ce réseau de mensonges et de pouvoirs qu'il tentait de démêler depuis 6 ans. Il lui manquait la clé, l'élément humain, la victime, la preuve. Et maintenant, elle se tenait dans son appartement. Ce n'était plus seulement une histoire, c'était une chance de rédemption. La sienne et celle de Robert Dubois. « Très bien, Maya Dubois, » dit-il, un lent sourire dangereux se dessinant sur son visage. « Vous avez mon attention. Chassons. » L'alliance entre Maya et Benoît Cartier naquit dans le creuset d'un but commun. L'appartement de Benoît devint leur salle de guerre. Son énergie chaotique
autrefois diffuse, se concentra en un faisceau précis. Il réactiva d'anciens contacts, ressortit ses techniques d'interview et étudia avec avidité les preuves apportées par Maya, une fin qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Maya, de son côté, apportait le contexte crucial, déchiffrant les abréviations scientifiques de son père et dressant le portrait de l'homme brillant et confiant qu'Arthur Colbert avait trahi. Leur première piste fut l'Institut Norbois des sciences appliquées, la société figurant sur la photo. Quelques appels révélèrent qu'il s'agissait d'un petit incubateur technologique ayant fait faillite il y a plus de 15 ans. La plupart de ses archives avaient disparu, mais l'obstination de Benoît finit par payer. Il retrouva un nom dans un ancien annuaire du personnel. Walter Schmidt, un technicien de laboratoire senior qui avait travaillé avec Robert et Colbert. Le retrouver ne fut pas simple. Walter Schmidt avait disparu des radars. Aucun réseau social, aucune adresse connue. Benoît le localisa finalement grâce à une liste de membres d'un club d'amateurs de radio ancienne. Il vivait dans une paisible résidence pour retraités à 3 heures de la ville. Quand ils arrivèrent dans son petit pavillon, impeccablement tenu, Walter, un homme nerveux, à l'allure d'oiseau et aux yeux bleus à queue, hésita même à les laisser entrer. Mais dès que Maya se présenta comme la fille de Robert Dubois, son sang-froid se brisa. Il les fit entrer, les mains tremblantes. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il en se tordant les doigts. « Je l'ai toujours su. » Assis dans son salon, baigné de soleil, entouré de vieilles radios, Walter Schmidt se soulagea enfin d'un poids de 20 ans. « Robert, c'était un génie, » commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Nous autres n'étions que des chimistes et des ingénieurs. Il était un poète de la physique. Arthur, en revanche, était le commercial, charmant, ambitieux et totalement impitoyable. Il voyait le génie de Robert, mais comme un produit, une ressource à exploiter. Il leur parla du projet Chimère, confirmant qu'il était l'œuvre de Robert du début à la fin. La contribution de Colbert se limitait au financement et à la gestion. À mesure que Robert approchait d'un prototype stable, Colbert devint plus possessif et secret. Arthur commença à l'exclure des réunions d'affaires. Walter expliqua qu'il racontait aux investisseurs que c'était son travail, que Robert n'était qu'un chercheur brillant mais instable qu'il fallait encadrer. Il préparait la trahison. « Le jour où c'est arrivé est gravé dans ma mémoire, » dit Walter. Colbert a convoqué une réunion d'urgence du petit personnel. Il brandissait un document signé, le même que vous avez trouvé, et annonça que Robert Dubois quittait l'entreprise pour cause de dépression nerveuse. C'était un mensonge. Robert était stressé, oui, mais il était sur le point d'une découverte capitale. Il n'était pas instable, il était enthousiaste. Walter baissa la voix. Plus tard dans la journée, j'ai vu 2 hommes, qui n'avaient rien de scientifique ni d'investisseur, escorter un Robert protestant hors du laboratoire. Arthur nous a dit qu'il était emmené pour recevoir de l'aide. Nous ne l'avons jamais revu. Maya sentit l'air quitter ses poumons. Vous l'avez vu partir. Walter hocha la tête, honteux. Nous avions tous peur. Arthur venait de sécuriser un nouveau financement basé sur les dernières données de Robert. Il nous a dit que si l'on apprenait l'instabilité de Robert, le financement disparaîtrait et nous perdrions tous nos emplois. Il nous a rendus complices par notre silence. Il nous a tous payés d'une généreuse indemnité lorsqu'il a dissous Helios Innovation pour fonder Colbert Énergie 1 mois plus tard. C'était de l'argent pour acheter notre silence. Benoît se pencha, la voix douce mais ferme. « Walter,
Vous avez dit qu'il l'emmenait pour qu'il reçoive de l'aide. Savez-vous où? Un hôpital? Une clinique? Walter hésita, ses yeux parcourant la pièce comme si Colbert pouvait l'entendre. Arthur parlait au téléphone plus tôt ce jour-là. Je n'étais pas censé écouter. Il a mentionné un endroit, un centre de soins de longue durée. Il a dit que c'était privé, discret. Un lieu où l'on pouvait gérer des cas difficiles, indéfiniment, à l'abri des regards. Les Saules. Il a parlé d'un endroit appelé Sanatorium des Saules. Le nom resta suspendu dans l'air, lourd et menaçant. Un sanatorium, pas un hôpital, un lieu pour les oubliés. « Est-ce que ça existe encore ?» demanda Maya d'une voix presque chuchotée. Benoît tapait déjà furieusement sur son ordinateur portable. Après quelques minutes de recherche, son visage s'assombrit. C'est aujourd'hui rebaptisé Centre de bien-être Les Saules. C'était un établissement privé haut de gamme et ultra sécurisé, perdu au milieu de nulle part. Il se spécialisait dans les soins psychiatriques de longue durée pour des individus fortunés. Le conseil d'administration restait anonyme, géré par une série de sociétés écrans. Mais Benoît aurait parié toutes ses économies qu'Arthur Colbert tirait les ficelles. Maya se leva, une tempête d'émotions en elle, chagrin, fureur et une fragile lueur d'espoir terrifiante. Son père n'était pas mort, il était prisonnier. Depuis 10 ans, il était enfermé, réduit au silence, tandis que son geôlier bâtissait un empire sur ses rêves volés. « Nous devons le sortir de là, » dit-elle, la voix tremblante, mais habitée d'une résolution de faire nouvelle. Walter la regarda, les yeux pleins d'une admiration triste. « Sois prudente, enfant. Arthur Colbert n'est plus le jeune ambitieux que j'ai connu. C'est un monstre aujourd'hui, et il a passé 20 ans à protéger son grand mensonge. Il fera n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour le garder enfoui. » La révélation que son père était probablement vivant, prisonnier dans une cage dorée, transforma toute leur enquête. Ce n'était plus une quête de justice, mais une mission de sauvetage. L'enjeu n'était plus la réputation, mais la vie et la liberté. Benoît utilisa ses compétences d'investigateur pour enquêter sur le centre de bien-être Les Saules. Ce qu'il découvrit ressemblait à une forteresse, nichée dans une vallée boisée, isolée, entourée de plaques de pression, de caméras infrarouges et d'une sécurité privée formée au niveau militaire. Entrer par le portail principal était impossible sans mandat, et il ne pouvait obtenir ce mandat sans preuve concrète que Robert s'y trouvait, et il ne pouvait obtenir cette preuve sans entrer. Un piège parfait, conçu par un homme qui ne laissait rien au hasard. Alors qu'il réfléchissait dans l'appartement de Benoît, la pression de Colbert commença à monter. D'abord subtile, la demande d'allocation chômage de Maya fut inexplicablement refusée pour une erreur administrative. Puis le bloc de Benoît subit une série de cyberattaques sophistiquées, le mettant hors ligne à plusieurs reprises. Ils étaient surveillés. L'intimidation s'intensifia. Un soir, quand Maya rentra chez elle, la serrure de la porte avait été forcée, le bois éclaté. L'appartement avait été fouillé. Ce n'était pas un cambriolage. La petite télévision et les bijoux de sa mère étaient intacts. Mais les boîtes de son père provenant du grenier avaient été retournées, les carnets éparpillés. Le message était clair. Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que vous cherchez. Arrêtez. Hélène, la mère de Maya, était terrifiée. « Ah, Maya, s'il te plaît, » supplia-t-elle d'une voix fragile. « Quoi que ce soit, ça n'en vaut pas la peine. Colbert est trop puissant. Je ne peux pas te perdre, toi aussi. » En voyant le visage effrayé de sa mère, Maya ressentit un pincement de culpabilité
vite remplacée par une rage défiant toute crainte. « C'est pour ça qu'on doit le faire, maman, » dit-elle d'une voix basse et farouche. « Ils ne protègent plus seulement un mensonge, ils ont peur. Nous nous rapprochons. » Cette effraction renforça leur détermination. Il fallait agir, et vite. Leur seul espoir était Walter Schmidt. Ils l'appelèrent, lui expliquant la situation. Le vieux technicien, rongé par la culpabilité et horrifié par ses méthodes d'intimidation, accepta enfin de les aider plus directement. « Il y a peut-être un moyen d'entrer, » dit Walter sur une ligne sécurisée mise en place par Benoît. L'aile ancienne de la clinique, le sanatorium d'origine, possède un système de ventilation vétuste. Je le sais parce qu'Helios Innovation avait autrefois répondu à un appel d'offres pour le moderniser, bien avant tout ça. Les plans devraient encore se trouver aux archives départementales. C'est un coup de poker, mais il pourrait exister une gaine de service non surveillée, un angle mort dans la sécurité. C'était la mince lueur d'espoir dont ils avaient besoin. Benoît, utilisant une fausse identité et une couverture crédible liée à la préservation historique, réussit à accéder au plan d'archives. Il passa une journée entière à étudier les anciens schémas et le trouva. Une large conduite d'aération sur le côté ouest du bâtiment, dissimulée par un fourré d'arbres. D'après les plans, elle était assez grande pour qu'une personne puisse y ramper et menait directement au tunnel de service du sous-sol de l'aile résidentielle ancienne, un angle mort, trop vieux et apparemment insignifiant pour être intégré au nouveau réseau de sécurité high-tech. Leur plan était désespéré et dangereux. Benoît servirait de guetteur et de centre de communication, depuis une voiture de location garée à plus d'1 kilomètre. Maya, plus petite et plus agile, serait celle qui entrerait. Walter leur avait donné, de mémoire, la disposition de l'aile résidentielle, y compris l'emplacement probable des chambres discrètes à haute sécurité utilisées pour des patients comme son père. Elle porterait une oreillette pour rester en contact avec Benoît et un téléphone modifié pour photographier toute preuve trouvée. La nuit choisie était sombre, sans lune, avec une prévision de pluie pour couvrir le moindre bruit. Pendant qu'ils roulaient vers l'établissement isolé, le silence dans la voiture était lourd de tension. Benoît jeta un coup d'œil vers Maya. Elle était vêtue de noir, le visage pâle, mais empreint d'une détermination inflexible. Elle paraissait incroyablement jeune pour affronter un risque aussi immense. « Tu n'es pas obligée de faire ça, Maya, » dit doucement Benoît. « Nous pouvons trouver une autre solution. »« Quelle autre solution, Benoît ?» répondit-elle, le regard fixé sur la route sombre devant eux. « Il est là depuis 10 ans. Chaque jour où nous attendons est un jour qu'il perd. J'y vais. » Ils garèrent la voiture sur un chemin forestier caché de la route principale. Benoît installa son équipement de surveillance, un ordinateur portable relié à un amplificateur de signal et un scanner de police. « Ok, » dit-il d'une voix professionnelle. « Test de communication. »« Je t'entends, » murmura Maya dans le minuscule micro fixé à son col. « Tu as une fenêtre de 30 minutes maximum. Après, la ronde de nuit fera un tour du périmètre. Entre, trouve-le, prends une photo et sors. Pas d'affrontement. Ne te fais pas prendre. Ta sécurité est la priorité. » Maya hocha la tête, son cœur battant comme un tambour contre ses côtes. Elle enfila un petit sac à dos contenant une lampe de poche, un multi-outil et le téléphone prépayé. Ils synchronisèrent leurs montres. « Bonne chance, » dit Benoît, les yeux emplis d'une inquiétude qui dépassait l'histoire. Elle lui offrit un mince sourire tendu. « À dans 30 minutes. » Puis elle sortit de la voiture et disparut dans les bois sombres et enchevêtrés.
un fantôme glissant en silence vers la tanière du dragon. Chaque froissement de feuilles, chaque craquement de brindilles résonnait comme un coup de feu dans la nuit silencieuse. La silhouette imposante du centre de bien-être. Les saules se dressaient au-dessus des arbres, une prison moderne déguisée en lieu de guérison. Elle était terrifiée, mais une pensée la poussait en avant. « Papa, j'arrive ». La progression dans le conduit de ventilation fut claustrophobe et effrayante. Le métal froid et humide éraflait ses vêtements, et l'obscurité était totale, percée seulement par le fin rayon de sa lampe. Des toiles d'araignée frôlaient son visage. L'air vicié mêlait odeur de poussière, de décomposition et de désinfectant. Elle avait l'impression de ramper dans un tombeau. Après ce qui sembla une éternité, elle aperçut une grille devant elle. À l'aide de son multi-outil, elle dévissa avec précaution les boulons rouillés et se laissa glisser dans le sous-sol silencieux et vaste du centre. Les tunnels de service formaient un labyrinthe de tuyaux et de conduits, faiblement éclairés par des lampes de secours grillagées. Un bourdonnement sourd, le bruit du système vital du bâtiment, vibrait dans le sol de béton. « Je suis dedans », chuchota-t-elle dans son micro. « Reçu », grésilla la voix de Benoît à son oreille. « Selon les plans, trouve l'escalier de maintenance, C. Il t'emmènera au premier étage de l'aile ouest. Sois discrète, il y a des agents en patrouille. » Guidée par les inscriptions effacées sur les murs, Maya trouva l'escalier. Elle monta prudemment, tous ses sens en alerte. L'air devint plus chaud, l'odeur de désinfectant plus forte. Elle émergea dans un couloir sans rapport avec le sous-sol crasseux. Ici, tout était stérile et étrangement silencieux. Le sol en marbre poli, les murs crème apaisants. L'éclairage indirect doux donnait au corridor une atmosphère sereine et presque irréelle. C'était une belle prison muette. Les portes des chambres étaient de lourds panneaux de chêne sans nom, seulement des numéros. Chacune possédait une petite vitre renforcée et une fente pour le passage des plateaux repas. « Je suis dans l'aile ouest », souffla-t-elle. « C'est trop calme. »« C'est l'unité de haute sécurité », expliqua Benoît. « Les patients ici sont isolés. Walter a dit qu'ils sont souvent lourdement sédatés. Commence à vérifier les chambres. Il te reste 20 minutes. » Le cœur battant, Maya entama sa tâche, allant de porte en porte, scrutant par les petites fenêtres. Dans la première pièce, une femme âgée fixait un écran de télévision éteint. Dans la suivante, un homme dormait d'un sommeil agité, marmonnant. Chaque chambre abritait une personne perdue au monde. Leur fortune, payant, pour qu'ils soient tenus à l'écart, invisibles. Puis elle atteignit la chambre 113. Elle regarda par la vitre et son monde s'arrêta. La pièce était sobre. Un lit, une petite table, une chaise. Assis sur le bord du lit, de dos, un homme aux cheveux gris clairsemés. Il était maigre, les épaules affaissées dans une posture de profonde résignation. Il dessinait dans un petit carnet, ses mouvements lents et appliqués. Il tourna légèrement la tête et Maya vit son profil dans la faible lumière. Le visage était plus vieux, plus mince, marqué de rides de chagrin qu'elle n'avait jamais connues. Mais c'était lui, le front haut, la forme du nez, la douce courbe du sourcil. C'était son père. Un sanglot lui échappa. Elle porta la main à sa bouche pour l'étouffer. Les larmes coulèrent sur son visage. Il était vivant. Après 10 ans à le croire mort, à le pleurer, il était là. « Benoît », chuchota-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je l'ai trouvé, c'est lui. »« D'accord, Maya. Parfait, » répondit la voix calme de Benoît, ancrage dans sa tempête intérieure. « Prends la photo
Il faut une preuve. Les mains tremblantes. Elle leva le téléphone. Elle devait capturer son visage. Elle tapota doucement la vitre renforcée. Papa. Le son était à peine audible, mais dans le silence profond du couloir, c'était suffisant. Robert Dubois tressaillit. Il se tourna lentement, les yeux voilés et perdus, comme s'il la regardait depuis un lointain brouillard. Un éclair de confusion, un fantôme de reconnaissance traversa son visage, mais il était enfoui sous une décennie de médicaments et d'isolement. « Papa, c'est moi », chuchota-t-elle en pressant sa main contre la vitre glacée. « C'est Maya ». Son front se plissa. Le nom sembla éveiller quelque chose au plus profond de lui. Il fit un pas hésitant vers la porte, ses yeux tentant de percer le brouillard de sa conscience. À cet instant, tandis qu'il la regardait, le visage empreint d'un mélange bouleversant de confusion et de désir, elle prit la photo, un cliché net de son visage, la preuve. Soudain, un lourd fracas retentit au bout du couloir, une porte métallique qui se refermait. Un infirmier approchait. « Maya, tu dois partir maintenant. » La voix de Benoît claqua dans son oreillette. « La patrouille arrive. » La panique la saisit. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Pas encore. Mais elle savait que si elle était prise, ils seraient tous deux perdus à jamais. La preuve sur son téléphone serait détruite, et elle serait réduite au silence, comme lui. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle à travers la vitre. « Je reviendrai pour toi, je te le promets. » Elle ne savait pas s'il comprenait, mais, au moment où elle se retournait pour fuir, elle vit sa main se lever et se poser contre la vitre, reflétant la sienne. L'adrénaline la submergea. Elle rebroussa chemin en courant, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Elle dévala l'escalier de maintenance, les poumons en feu, et replongea dans le sombre labyrinthe du sous-sol. Elle retrouva le conduit de ventilation, s'y hissa et rampa frénétiquement vers l'extérieur. L'image du visage de son père brûlait dans son esprit. Lorsqu'elle s'extriqua enfin du conduit, de retour dans les bois froids et humides, elle haletait, couverte de crasse et de larmes. Elle courut, trébuchant dans les fourrés, jusqu'à apercevoir la silhouette familière de la voiture de location de Benoît. Elle ouvrit la portière et s'effondra sur le siège passager, tremblante de tout son corps. « Je l'ai », souffla-t-elle, brandissant le téléphone comme une relique sacrée. « J'ai la preuve. » Benoît ne dit rien. Il posa simplement une main rassurante sur son épaule, tandis qu'elle sanglotait pour le père qu'elle avait perdu, retrouvé, et pour le combat qui les attendait. Ils avaient pénétré dans la tanière du dragon. Il leur fallait maintenant apprendre à l'abattre. La photographie changea tout. Elle était un peu granuleuse, prise à travers une vitre épaisse, mais indéniable. L'homme de la chambre 113 était bien Robert Dubois. Benoît Cartier savait que cette image, combinée aux témoignages de Walter Schmitt et aux documents falsifiés, suffisait. Il n'avait pas seulement une histoire, il détenait une bombe capable de faire vaciller un empire. Il travailla fiévreusement pendant 48 heures, enfermé dans son appartement avec Maya. Il écrivit l'article de sa vie, un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation retraçant toute l'affaire, le partenariat initial, la trahison, les documents falsifiés, l'enlèvement déguisé en hospitalisation et les 10 années d'emprisonnement illégal. Il y intégra la photo de Maya, l'affidavit signé de Walter, enfin prêt à témoigner officiellement, et une analyse comparative de la véritable signature de Robert face à la contrefaçon. Il cita Arthur Colbert, non pas comme un simple voleur, mais comme un kidnappeur.
Il ne publia pas sur son blog marginal. C'était trop important. Il fit appel au dernier contact qu'il lui restait, un ancien collègue devenu rédacteur en chef au journal de Wall Street, l'un des rares qu'il avait cru, en secret 6 ans plus tôt. Il envoya le fichier chiffré avec un simple message. Rédemption. L'histoire éclata un mardi matin. Ce ne fut pas un simple coup d'éclat. Ce fut un tsunami mondial. Où est Robert Dubois devint en 1 heure le sujet numéro 1 sur les réseaux du monde entier. L'action de Colbert Énergie s'effondra avant l'ouverture de la bourse, effaçant des milliards d'euros de capitalisation. Des camions de presse assiégèrent le siège étincelant de l'entreprise et les grilles du centre de bien-être Les Saules. Arthur Colbert fut pris de court. Il publia un démenti furieux parlant d'une attaque vicieuse et infondée orchestrée par un journaliste discrédité et une jeune femme délirante. Mais la photo était trop accablante, le récit trop précis. Sa muraille de mensonges, érigée depuis 20 ans, s'effondra en quelques heures. Des agents fédéraux, munis d'un mandat fondé sur l'article de Benoît, investirent le centre ce même après-midi. Ils trouvèrent Robert Dubois dans sa chambre, exactement comme Maya l'avait décrit. Il était désorienté et faible, mais son esprit, bien que voilé par des années de médication abusive, était toujours là. Quand une agente lui demanda doucement son nom, il la regarda et répondit avec une clarté qui stupéfia tout le monde. « Je m'appelle Robert Dubois et je veux voir ma fille. » La réunion n'eut pas lieu dans une prison, mais dans une clinique privée, hautement sécurisée. Lorsque Maya entra dans la chambre, son père était assis sur son lit, libéré de ses sédatifs pour la première fois depuis 10 ans. Il la regarda, et cette fois, il n'y avait plus aucun voile dans ses yeux, seulement la reconnaissance et un amour profond, bouleversant. « Maya, » murmura-t-il d'une voix rauque, « tu m'as retrouvé. » Elle se précipita à ses côtés, et ils s'enlacèrent, des années de temps volés et de chagrins silencieux se dissolvant dans cette étreinte. Hélène était là aussi, tenant la main de son mari. Pour la première fois depuis 10 ans, sa propre maladie semblait s'effacer devant ce miracle. La chute d'Arthur Colbert fut aussi rapide que totale. Il fut arrêté le soir même, alors qu'il tentait de fuir le pays à bord de son jet privé. La bataille judiciaire fut immense, mais les preuves étaient irréfutables. Le témoignage de Walter Schmidt, combiné aux dossiers médicaux falsifiés de la clinique et à la piste financière reliant les sociétés écrans de Colbert au centre de bien-être Les Saules, scella son destin. Il fut reconnu coupable d'enlèvement, de séquestration illégale et d'une douzaine de chefs de fraude. L'empire bâti sur son mensonge fut démantelé. Colbert Énergie fut contrainte à la faillite et à une restructuration, mais des cendres de cet empire naquit quelque chose de nouveau. Les brevets du projet Chimère, désormais rendus de plein droit à Robert Dubois, devinrent la base d'une nouvelle société, Énergie Dubois Cartier, Benoît Cartier, dont la réputation n'était pas seulement rétablie mais devenue légendaire, prit place au conseil d'administration, jurant de veiller à ce que l'entreprise fonctionne toujours avec la transparence pour laquelle il s'était battu. Et à sa tête, comme nouvelle directrice générale, se trouvait Maya Dubois. Elle avait troqué son uniforme de serveuse pour un tailleur élégant, sans rien perdre du feu qui l'animait. Elle n'était plus seulement la fille d'un génie, elle était une véritable dirigeante. Son esprit, autrefois destiné à la physique théorique, se consacrait désormais à bâtir un avenir meilleur grâce à la technologie que son père avait créée. Quelques mois plus tard,
Maya se tenait avec son père et Benoît dans un laboratoire lumineux et immaculé, observant un nouveau schéma sur un écran. Son père, encore en convalescence, avait retrouvé l'étincelle d'autrefois dans ses yeux. « Le champ de confinement », dit Robert en pointant l'écran. « J'ai enfin trouvé l'équation de stabilisation. 10 ans à y réfléchir dans cette chambre, mais j'ai réussi. » Maya sourit, un sourire éclatant et sincère. « Je sais, papa, » dit-elle en posant une main sur son épaule. « Allons changer le monde, pour de vrai, cette fois. » L'histoire de Maya Dubois est un puissant rappel que la vérité, peu importe à quelle profondeur elle est enfouie, trouve toujours son chemin vers la lumière. C'est l'histoire d'un lien indestructible entre un père et une fille, et du courage incroyable qu'il faut pour qu'une seule personne tienne tête à un empire de mensonges. Le parcours de Maya, d'une serveuse au cœur brisé, luttant pour survivre à une PDG puissante qui a revendiqué l'héritage de sa famille, prouve que nos circonstances ne nous définissent pas. Ce sont nos choix qui le font. Elle a choisi de se battre, de croire, et de ne jamais renoncer au souvenir de l'homme qui lui avait appris à contempler les étoiles. Si ce récit de résilience, de justice et d'amour familial inébranlable vous a touché, aidez-nous à le partager. Cliquez sur « J'aime », diffusez cette histoire auprès de vos proches et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, inspirantes et captivantes. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des récits qui comptent.